Bonjour à toutes et tous. Peut-être attendre que les dernières personnes arrivent. Allez-y. Alors, j'ai pas beaucoup de temps. On va essayer d'être efficace. Donc, je vais vous présenter en fait ce qu'on a fait au niveau du groupe sur l'IA générative. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a déployé une plateforme pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, l'entreprise, c'est à peu près 1400 collaborateurs, une activité nationale, promotion immobilière, mais pas que. Il y a beaucoup d'hétérogénéité dans les activités du groupe. Donc, on a très vite vu l'intérêt en fait de tout le monde, et notamment de nos collaborateurs, sur le fait d'utiliser l'IA générative. Donc pour utiliser la plateforme d'IA générative telle qu'on a imaginé la mettre en place, on s'est dit plusieurs choses. Donc la première, c'est qu'est-ce que nos utilisateurs attendent? Ça paraît un peu basique, mais partir du besoin, c'est important. Donc les besoins, ils sont relativement simples et communs à tout le monde. Donc ici, on a 4 choses. Accélérer les tâches quotidiennes, avoir des réponses correspondantes à des problématiques spécifiques à leur activité, leur métier, leurs problématiques, que ça aille vite et que ce soit juste. Bon. Mais on ne s'est pas dit que ça. On s'est dit aussi qu'il fallait une plateforme qui soit dédiée à l'usage de la technologie. En fait, moi j'avais une grosse crainte en tant que CDO, c'est double crainte. Les mésusages, donc quand je dis mésusages, c'est le fait que les gens pensent immédiatement que c'est magique, que ça va faire tout, que c'est tout le temps juste, enfin bon. Et la deuxième crainte que j'avais, c'était la conformité. Les informations confidentielles, les informations un peu sensibles, on ne sait pas où elles vont. Bon, mais nous on s'est dit quelque chose. Il faut une plateforme dédiée pour l'usage de la techno, il faut qu'on puisse la faire évoluer facilement et vite. Il faut qu'on contrôle les résultats, qu'elle soit sympa à utiliser, l'adoption c'est très important, qu'elle soit sécurisée. Et on s'est dit aussi que ce serait top si les gens pouvaient déposer des documents et interagir avec via l'IA. Bon, là on est en mars 2025, ça vous paraît peut-être des usages assez communs avec l'IA générative que vous faites de tous les jours. Cette question-là, toutes ces questions-là, on se les est posées, on était en janvier 2023. Mais on s'est dit aussi, pour aller plus loin sur les documents, que ce serait top s'ils pouvaient mettre carrément plusieurs documents et demander des analyses comparatives sur ces documents. Alors tout ça, c'est ce que les gens veulent, mais on s'est dit aussi autre chose, qu'est-ce que nous on veut pas. Donc il ne faut pas que les gens fassent n'importe quoi, on va les former et les informer. Dans mon service, on a un centre de services interne qui forme les collaborateurs à l'usage des outils data de manière large, sur les notions, mais aussi sur les outils. Il faut qu'on contrôle et modère les questions posées. La gouvernance de l'IA est un sujet critique pour les entreprises. Il faut qu'on puisse être libre de faire des évolutions sans entrer dans un tunnel technique. Si quelqu'un nous demande une évolution, il faut qu'on soit réactif. Et puis, ce serait aussi une perte de temps d'essayer d'apprendre le prompting aux utilisateurs. Alors, je ne sais pas si prompting, c'est un mot qui existe. Bon. Mais c'est un peu vieux comme l'informatique. On s'est dit, nous, simplement, les utilisateurs, c'est un peu vieux comme l'informatique, on ne peut jamais leur faire confiance. Donc, on a essayé de contraindre un peu les utilisateurs sur l'usage de l'IA générative. Je vais vous en parler après. Et aussi, un point important pour les entreprises, il ne faut pas que ça nous coûte un bras. Bon, accessoirement. Voilà. Donc, on s'est mis au boulot. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Et au bout de 2 mois, on a sorti une plateforme qui est celle-ci, très épurée. Cette plateforme, en fait, est une plateforme interne qui tourne chez nous, sécurisée, uniquement accessible aux collaborateurs du groupe. Et dès que vous arrivez, que vous vous connectez, elle vous connaît, elle est polie, et vous allez directement pouvoir lui demander quelque chose. Donc qu'est-ce que fait cette plateforme?
Elle va offrir deux fonctionnalités principales, très simples. La première, c'est des assistants contextuels. Tout un catalogue d'assistants contextuels. Donc, les assistants contextuels, c'est, je vais donner un exemple, contraindre l'IA à répondre dans un contexte. Il y a un truc que moi je voulais absolument pas, c'est que les gens utilisent l'IA générative pour poser une question qui n'a rien à voir avec l'activité de l'entreprise ni leur métier. Typiquement, quelle est la recette de la pizza 4 fromages? C'est pas trop l'idée. Donc, on a contraint les assistants dans des contextes. Je vais expliquer comment. Et je vais vous montrer des exemples. Mais ici, je vous ai mis la phase de déploiement d'un assistant. Comme vous voyez, ça prend techniquement 30 secondes. En réflexion, configuration, 10 minutes. Donc on peut en faire énormément. Mais qu'est-ce qui fait qu'un assistant est pertinent pour nous? Il répond à un besoin qui est clair. Il a une instruction qui est élaborée. Il utilise un modèle qui est adapté. Alors je m'arrête 2 secondes là-dessus. Un modèle adapté, ça veut dire quoi? J'ai entendu quelqu'un dire une fois, je trouve ça assez pas mal comme image, utiliser un modèle comme GPT-4o pour demander par exemple la recette de la pizza 4 fromages revient à prendre un marteau de 2 tonnes pour taper sur un clou. Ça n'a pas d'intérêt. C'est beaucoup trop consommateur. En termes de sobriété, c'est pas génial. Donc on va toujours utiliser le modèle adapté à l'assistant et aux problématiques. Et ici, un dernier critère pour nous, qui fait qu'il est pertinent, c'est qu'il est utilisé une fois qu'il est en production. Voilà. Donc concrètement, on va configurer un assistant. Nous, on est sur la stack de Microsoft, sur Azure. Alors là, je ne suis pas en train de vous parler de Copilot, hein, d'accord? Sur de la stack Azure. Et on va utiliser la ressource Azure pour déployer N modèles et les utiliser et les tester. On a un atelier avec nos collaborateurs et les gens du groupe qui dure à peu près 30 minutes. Ils nous disent quel est leur besoin. On teste l'assistant. À la fin, il est en ligne. Très vite. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vous ai mis une petite liste, qui n'est pas exhaustive, des assistants qu'on a aujourd'hui en production. Ils couvrent tout un tas de problématiques et sujets. Donc, pour du contenu, pour du code, pour des outils, pour de la data, bien sûr, pour la RH, pour le droit, pour les langues. C'est des grandes thématiques. Je vais vous montrer un petit peu un focus sur un assistant. Donc, par exemple, personne n'a envie de faire des fiches de poste dans les entreprises. C'est pas le truc le plus passionnant, même si c'est utile et nécessaire. En fait, ici, pour chaque assistant, vous avez une description. Vous allez avoir l'instruction, bien sûr, qui va contraindre en fait quelque part l'assistant. Et puis après, on va le classifier. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est là qu'il y a un petit peu le twist. Si vous demandez à un modèle, écris-moi la fiche de poste d'un Chief Data Officer, il va vous écrire un truc, c'est ni précis, ni exhaustif, ni structuré, c'est un peu comme il veut. Là, par contre, on va demander à ce que l'utilisateur saisisse des variables dans la conversation, ce qui va le contraindre à saisir des variables et à avoir un taux de véracité sur la réponse qui est supérieur à 90%. Bon, exemple, voilà. Donc vous avez directement la fiche de poste qui est générée, puisqu'on a tout le détail qui est précisé en instruction. Bon, ça c'est assez classique. Je vous en ai mis un autre exemple. En data, en général, quand un métier arrive, il dit ok, je veux faire un dataset. Ok, on va commencer à réfléchir comment marche le métier, où sont les données, comment on les met les unes avec les autres, comment elles communiquent, ce qu'on appelle la modélisation dimensionnelle. Cette modélisation dimensionnelle peut être complexe. Bon. Là, j'ai pris un exemple simple. Je souhaite créer un modèle conceptuel qui me permet d'analyser les ventes des vendeurs par région et par agence. Donc je vais saisir les variables là-haut,
en saisissant juste le nom en fait, des éléments, des ingrédients de mon modèle, vendeur, agence, région, commande, facture. Directement, l'assistant va me créer le modèle dimensionnel, va me donner les dimensions, va me donner les tables de fait, les tables de dimensions, les relations entre les tables. Et je peux même en extrapoler le script SQL qui me permet de créer la base de données avec le modèle. Donc c'est un gain de temps énorme en conception, et en réflexion, et en test. Voilà. Bon. Ensuite, deuxième fonctionnalité. Alors ça, c'est une fonctionnalité qu'on a été les premiers en Europe à déployer avec la technologie de Microsoft en particulier. C'était en juin 2023. L'analyse comparative de documents. Donc ici, même principe. Je dépose des documents. Ces documents sont stockés de manière sécurisée dans notre environnement. Vous pouvez en déposer N. Il n'y a pas de limite. Okay, donc là, je vous ai fait un exemple. Bon, il y a prescription maintenant, mais c'est des vraies offres. Hein. Donc j'ai des offres d'accompagnement. Je fais un appel d'offres, par exemple, pour qu'une société de conseil m'aide à mettre en place la gouvernance de la donnée, etc. J'ai des propositions. Ces propositions, je les dépose dans la plateforme et je demande tout simplement quelle est la plus en adéquation avec mon besoin. Je vais avoir directement les forces et faiblesses de chacune d'entre elles. Les formats acceptés sont une vingtaine de formats aujourd'hui. Au début, c'est un peu plus complexe parce que en juin 2023, on n'était pas encore sur les modèles multimodaux. Aujourd'hui, c'est le cas. Ce qui nous permet de trouver, quand vous avez des PDF par exemple, les gens scannent des images, ils les mettent en PDF, c'est pas du texte, c'est pas interprétable par certains modèles. Là, on n'a plus cette barrière-là aujourd'hui, donc ça marche très bien. Voilà. Petit schéma technique sur comment ça marche. Bon, je vous le commande pas trop, mais l'utilisateur, il est en bas à droite. Hein. Il se connecte, c'est sécurisé avec l'ID. Il arrive directement sur la page web. La page web est liée au service, donc au LLM en l'occurrence. Il y a une user function qui fait le lien avec le data lake. Et puis derrière, ben, on a les choses qui travaillent et qui vont fournir les réponses. Okay. Autre schéma, on a levé une limite technique en faisant ça, en fait. C'est qu'en fait, on peut déposer N documents. Pour ceux qui ont déjà essayé de le faire, il y a un truc qui est un petit peu bloquant parfois, c'est de se dire, si j'ai N documents, au bout d'un moment, mon modèle il est limité en token, en termes de entrée et sortie. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a splitté en fait ça, on a fait des boucles, on a un peu chunké les documents, et ça nous permet d'avoir un retour immédiat de réponse avec le même niveau de pertinence. Donc ça, on l'a fait en juin 2023. Voilà. Bon. Et puis, je vous fais un petit focus sur les perspectives. Parce que tout ça, c'était le début de l'histoire. C'était il y a presque 2 ans maintenant. Depuis, on a fait des choses nouvelles. Alors, ça ne s'arrête pas juste à la plateforme. En fait, c'est vraiment, cette plateforme est devenue le point central d'usage de l'IA générative au sein de l'entreprise. Okay, les gens chez nous n'utilisent pas ChatGPT, ils n'utilisent pas Mistral, même si c'est bien. Ils n'utilisent pas Perplexity, ils utilisent notre plateforme. Parce qu'ils savent que ça répond précisément à ce dont ils ont besoin. Et si ce dont ils ont besoin n'est pas dans la plateforme, ils nous sollicitent et au bout d'une demi-heure, ça l'est. Donc c'est quand même quelque chose de très confortable pour eux. Bon. Mais il y a d'autres cas d'usage qui se développent, qui ont donné des idées aux utilisateurs. Je vous en ai illustré un, assez simple. Alors, la conformité des commentaires. C'est tout bête. En fait, je vais avoir, je vous raconte l'anecdote, il y a à peu près 1 mois, mon DPO, donc qui est responsable de la conformité, qui vient me voir et qui me dit « Ok, j'ai besoin que tous les commentaires dans le CRM du groupe soient conformes, tout le temps, en permanence. » Ben, c'est pas très facile. Ce qu'on a fait, c'est relativement simple. On s'est dit, on a accès à la base de données du CRM, on sait où sont les commentaires. Dès qu'un commentaire arrive, on l'expose
à un assistant, cet assistant doit valider sa conformité. Donc, il a des instructions pour ce faire. Si la conformité est OK, il ne se passe rien. Si elle ne l'est pas, par contre, le commentaire est transmis à un deuxième assistant qui, lui, va réécrire le commentaire sans changer son sens, mais les réécrire en conformité, stocker l'ancien dans une base et mettre le nouveau dans la base de production. Ça fait que vous avez tout le temps les commentaires conformes, tout simplement. OK. Donc c'est des cas d'usage qui se développent de plus en plus. Au bout de 2 ans, ce dont on se rend compte, c'est que les utilisateurs ont compris que c'est pas magique, qu'il y a une vraie valeur ajoutée à l'usage, mais aussi des limites. Voilà. Et ces limites, ils les ont bien comprises. Néanmoins, ils ont comme des besoins qui sont de plus en plus pertinents. Ce que nous, on observe, c'est que la plateforme en elle-même est un point d'entrée, et les cas d'usage un peu extra-plateforme se développent également. Donc c'est intéressant. Il y a un autre sujet sur lequel on travaille, que je n'ai pas documenté ici dans cette présentation, je vous le dis à l'oral. Je ne sais pas si on est filmé, on est filmé. Je ne vais pas trop dire. On est en capacité aujourd'hui, nous, d'interroger des modèles sémantiques Power BI avec l'IA. Donc concrètement, pour ceux qui ne voient pas trop ce que ça veut dire, un modèle sémantique, c'est un jeu de données avec une couche sémantique, un dataset. Bon. Ce dataset, auparavant, il fallait former l'utilisateur, aller le chercher, se connecter, créer une data vise. La data vise, expliquer aux gens comment on s'en sert, les former, pour qu'à la fin, le consommateur final, en interne, trouve la réponse à sa question après N manipulation. Tout ça est lourd. Bon. Aujourd'hui, la personne en bout de chaîne pose la question directement à la source et a sa réponse. Exemple, je veux savoir l'évolution du taux de transformation d'un vendeur entre telle date et telle date pour tel type de produit sur telle zone géographique. Entrée, réponse. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, on a capacité de le faire, puisqu'il y a un gros travail de fond que je n'ai pas évoqué, sur la gouvernance, sur la qualité de la donnée, sur les couches sémantiques, toute la taxonomie, qui sont des travaux lourds, de fond, pas passionnants pour les métiers, mais à la fin qui permettent d'obtenir ce résultat. Et c'est quand même pas mal. Voilà. Et je pense que je respecte le timing. Alors j'ai mis un petit schéma de principe. Voilà. Et j'ai fini. C'est parfait, on avance. Du coup, on a à peu près 10 minutes pour prendre les questions. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une petite question par rapport à la création des assistants. Ouais. Dans le schéma que vous présentez, vous rajoutez une étape de fine-tune en plein milieu. Je ne vois pas trop comment en 30 minutes vous arrivez à fine-tune un modèle pour l'utilisateur. Alors, je fine-tune pas le modèle. J'utilise un modèle, je lui donne une instruction. Ok, je vais pas. Et après, je lui donne des paramètres, un top P, etc. Mais c'est pas du fine-tuning. C'est pas de l'entraînement. C'est ça le sens de votre question. Oui, c'est ça. C'est Ouais. juste que dans le schéma, il y avait marqué fine-tune. Ok, autant pour moi. On va fine-tune dans le sens où on va vraiment paramétrer, régler au plus fin en fonction de l'usage et de l'objectif de l'assistant. Si c'est un assistant, par exemple, qui doit écrire une fiche de poste, ce qui en ressort doit être précis. Si on est sur un assistant qui doit générer du contenu, par exemple, pour, je sais pas moi, une publicité ou que sais-je, il va être plutôt créatif, donc on va faire des réglages. Voilà. Et après, utiliser les bons modèles aussi. Ok, merci beaucoup. Merci. Moi, j'avais une petite question sur... parce que via tous les outils que vous avez mis en place, vous mettez à disposition des données, potentiellement des conclusions, donc vous parliez d'une statistique.
Est-ce que vous avez mis en place des boucles de feedback pour que les gens puissent dire oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai, et éventuellement aussi, au-delà du feedback, des moyens pour qu'ils puissent avoir confiance dans les chiffres qu'on leur redonne ou de l'explicabilité? Très bonne question. Alors, déjà, première question, bout de feedback, oui, bien sûr. En tant qu'utilisateur, vous pouvez évaluer le niveau de réponse, vous pouvez dire ok, c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. En général, et c'est ce qu'on connaît tous, hein, les gens vont plutôt juste dire quand c'est pas bien. Donc nous, on en déduit que s'ils font rien, c'est que ça doit être bien. C'est pas forcément juste. Bon, bref. Mais donc oui, on a ce niveau de contrôle, on va dire d'observabilité des résultats. La deuxième question, c'était l'explicabilité. Ouais, en effet. Alors, pour que les gens puissent savoir si ce qui est dans la réponse est conforme, juste, etc., ça ne les dédouane pas de se rapprocher de quelqu'un qui sait. En général, c'est sur leur domaine métier. Je prends l'exemple avec on a un assistant juridique. Vous posez une question, par exemple, comment purger un permis. Vous allez avoir les articles pour purger un permis de construire, les conditions, etc. Bon, ça ne vous dédouane pas de vous rapprocher du service juridique pour faire valider la réponse. Donc ça, nous, on le mentionne clairement. C'est un accélérateur, ça ne détient pas la vérité. Ça peut vous donner un niveau d'indication. Ok. En général, c'est plutôt propre et probant. Néanmoins, il faut quand même que les utilisateurs, c'est pour ça que je parlais au début de mes usages, et qu'on les limite, aient le réflexe de toujours se dire, ce qui est exposé là n'est pas forcément juste. Et ça, on en est très conscient. Oui, j'avais une question. Merci pour la présentation. Je voulais savoir quelle était la taille de l'équipe pour gérer tout ça et puis pour maintenir, etc. Alors, mon équipe, c'est une grosse dizaine de personnes, 11 personnes. Sur le sujet IA, 2. Cette plateforme a été faite par moi et mon dev IA. On est 2 à l'avoir fait. 2 à temps complet ou moi, je suis pas à temps complet dessus. Lui, oui, son job. Je l'ai accompagné là-dessus. J'ai cadré. Mais, ouais, 2. Merci. Bonjour, oui, merci de la présentation. Ma question est, qu'est-ce que vous faites dans les cas des hallucinations des IA? Donc, par exemple, vous avez parlé de récupérer la donnée par territoire ou par région, et donc ça vous a généré du code en SQL. C'est un cas où, par exemple, l'IA pourrait halluciner et vous fournir des chiffres fausses. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Alors, dans l'exemple que j'ai montré, j'ai peut-être pas été assez clair, désolé, merci pour la question. Je ne demande pas à l'IA de me récupérer la liste des régions. Je dis juste qu'elle me génère un modèle dimensionnel en disant, OK, dans la dimension région, c'est quoi les attributs que je mets dedans pour créer une base de données qui est un socle vide, qui est prêt à recevoir la donnée. Donc c'est pas, donne-moi la liste des régions. C'est pas ça que j'ai montré dans l'assistant, en fait. Voilà. Donc, néanmoins, ça rejoint la question précédente, hein, dans tous les cas, les hallucinations, on va les mesurer, nous, de manière plus générale, hein, si je prends un peu de recul sur la question, par rapport au feedback de l'utilisateur aussi. Voilà. Donc nécessairement, on va regarder ça. Mais maintenant, dans l'exemple que j'ai donné, je ne demande pas la liste des régions. Voilà. Merci pour la présentation. Petite question sur comment est-ce que vous mesurez le ROI de ce que je comprends aujourd'hui, c'est des appels derrière à ChatGPT, etc. via Azure. Donc c'est un coût, je suppose, je n'ai aucune idée, mais comment on mesure finalement à quel point on a accéléré les demandes des différents collaborateurs? Ok, alors, en général, quand on me pose cette question, j'ai une réponse qui est relativement simple. Le ROI de déterminer en fonction d'un modèle d'attribution. C'est pas la dernière action qui génère le gain. Pour faire simple, c'est pas parce que vous cliquez sur un truc, c'est pas le dernier clic qui vous a amené à l'achat que vous avez fait juste après. C'est tout ce qu'il y a en amont, ce que vous avez vu dans la rue, la réputation d'entreprise à laquelle vous avez acheté, etc., etc. Bref, modèle d'attribution. Dans le cas de l'IA, ma réponse va être double. Après, je reviendrai sur les coûts si vous voulez. Mais en termes sur l'IA, ma réponse va être double. Premier niveau de réponse. En fait,
on peut faire des abacs relativement simples. Étant donné que les assistants ont des besoins très ciblés, auparavant, par exemple, quand j'ai besoin de générer une fiche de poste, ça prend combien de temps en moyenne si j'ai pas l'IA? Enfin, si je dois rédiger une fiche de poste, combien de temps ça prend? La personne qui le fait en général, c'est quoi son TJ? Combien de temps elle y passe? Fois le nombre de semaines, fois le nombre de mois, etc. Et je fais un abac, et je vois combien de temps j'ai réduit, et je peux le traduire en euros à la limite. C'est vraiment très grossier comme calcul de mon point de vue, mais s'il faut donner un chiffre, on peut faire ça. Bon, premier élément de réponse. Et deuxième élément de réponse, le ROI, c'est un peu plus, comment dire, touchy sur les sujets data de manière générale. C'est un petit peu comme poser la question, c'est quoi les ROI de la gouvernance de la donnée? En fait, je vais répondre un peu par un twist. Je vais dire que l'énergie qui coûte la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Mais comme vous ne la mesurez pas, vous ne le savez pas. Voilà. Sur le coût, pardon, vous m'avez aussi posé une question sur le coût de manière générale. Le coût, il n'est pas énorme versus le gain. Pour boucler sur le ROI, on n'est pas en train de se couper un bras. C'était dans ce que j'ai dit au début, il ne faut pas que ça nous coûte un bras. Pour pas que ça nous coûte un bras, il faut que la réponse elle soit très vite juste. Et en plus de ça, il y a quelque chose sur lequel nous on est très sensible, c'est que, pour faire simple, 100 mots générés par une IA générative, c'est 3 litres d'eau. Donc moins vous posez de questions qui ne servent à rien, mieux c'est. Une petite question sur le mode d'interrogation. Donc tu disais que tu pouvais requêter Power BI par des questions, en disant, tu prenais un exemple tout à l'heure. Ouais. Ça paraît sexy comme ça quand tu le racontes. Et dans l'usage, est-ce que les utilisateurs ont switché du mode avant où j'allais consommer un dashboard dans un Power BI à un mode où je parle à un chatbot pour obtenir un chiffre? Alors non, pas pour l'instant, pour 2 raisons. La première, c'est que moi, je suis assez exigeant en termes de résultats et d'efficience du produit. Donc, en fait, je veux que la véracité soit supérieure à un certain niveau pour pouvoir le mettre à disposition de tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est... donc pour moi, la véracité minimale à obtenir, c'est au moins 80% pour se dire ça peut être mis dans les mains des utilisateurs. Ok, aujourd'hui, on est à peu près à ce niveau. Deuxième chose, on va le fournir à certains bêta-testeurs déjà. C'est pas encore déployé cette fonctionnalité-là à l'échelle de l'entreprise, si tu veux. Donc on va le mettre à disposition de certains bêta-testeurs pour qu'ils nous fassent des feedbacks justement sur ce qui nous permet d'évaluer le taux de véracité, justement. Et derrière, on va aussi avoir quelque chose qui va être optimisé, c'est-à-dire dans le process, je ne vais pas décrire toute l'architecture technique ni comment on fait, mais dans le process, il y a une recherche de similarité. Et donc quand quelqu'un va saisir un terme, pour avoir la réponse adéquate, il faut aussi avoir le terme synonyme et faire le rapprochement à la réponse adéquate. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais donc ça, c'est un travail énorme en fait. Voilà. Et ça prend du temps. Donc, pour l'instant, on l'a pas encore déployé cette fonctionnalité-là à l'échelle, mais ça va pas tarder. On peut prendre une dernière question si vous voulez. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question. Bonjour Jérôme, merci pour la présentation. Combien d'utilisateurs actifs et est-ce qu'ils restent actifs sur le long terme ou est-ce qu'ils ont un pic d'utilisation puis ils abandonnent l'outil? Comment c'est géré? Et comment la donnée d'utilisation est récoltée? Alors, je te réponds par la dernière question, avec un analytique web très simple et basique. Voilà, on n'a pas inventé la roue. Donc le nombre d'utilisateurs, ça va dépendre des périodes. On va dire en moyenne, on est sur à peu près 300 utilisateurs actifs. Donc je l'ai dit, l'entreprise c'est presque 1500 personnes. Ça peut être, il y a une marge de progression qui est énorme au niveau de l'adoption. Néanmoins, tout ce qui est usage de l'IA, étant donné que l'usage ne peut être fait que par là dans l'entreprise, ça veut dire que c'est pas parce qu'ils utilisent une solution concurrente ou alternative, c'est vraiment parce que les gens ne sont pas forcément sensibilisés au sujet, ne savent pas que ça existe, donc il y a un travail de communication de fond à faire. Mais à partir du moment où l'utilisateur utilise la plateforme et l'utilise de manière récurrente et régulière, il va rester
à l'usage sur la plateforme. Il y a une rétention d'à peu près 90%. Voilà. Ok, merci beaucoup Jérôme. Je pense qu'on peut l'applaudir encore un petit peu. Merci.